Bonjour à tous, pour la suite de cette foire aux questions, donc il m'a été posé une question par quelqu'un, donc appelons-la Sophie, donc je change le prénom de la personne, sur la transidentité et l'autisme, puisqu'elle est touchée dans sa famille par un sujet comme ça. Alors la première question qui est importante en fait, c'est que donc Sophie me pose la question de savoir pourquoi on en entend autant parler en fait de cette question de transidentité. Alors moi-même j'y ai été confrontée en tant qu'astrologue à quelques reprises, donc j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de thèmes et forcément j'allais dire c'est un sujet de société qui m'intéresse. Donc la première chose qui est importante à comprendre en fait, c'est que c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, alors j'allais dire je suis comme tout le monde, hein, j'ai lu des articles comme quoi il y a des gens qui ont changé de sexe il y a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, mais on va dire que c'était beaucoup plus rare et que aussi on était dans une société qui était beaucoup plus structurée, c'est-à-dire que s'il y a 50 ans, vous voyez, on était vraiment sur la question de doit-on permettre la mixité à l'école, donc effectivement la question de la transidentité, même de l'homosexualité, étaient des questions qui étaient très très lointaines dans notre esprit. C'est-à-dire que vous voyez, moi j'ai une cinquantaine d'années, quand j'étais petite fille, donc c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, je me rappelle que j'étais la seule petite fille d'enfants, de parents séparés dans ma classe. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on a perdu, j'allais dire, la notion en fait de la convention, de ce qui est possible. Alors évidemment, Pluton qui était en Capricorne et qui arrive en Verseau, fait éclater cette notion, on va dire, de tout est possible et tout est permis, et surtout, en fait, on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que si, en fait, vous reprenez le symbole, en fait, du Verseau, c'est un symbole de deux lignes brisées, voyez, comme des lignes qui sont bougées par un mouvement électrique, horizontal, il n'y a pas de verticalité. Donc, pas de verticalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de code de valeur qui, j'allais dire, s'imprime, il n'y a pas de code de valeur qui va être prééminent dans l'existence des gens. C'est-à-dire qu'en fait, tout est possible, on ne peut rien faire, on peut tout faire. Alors, c'est absolument formidable et en même temps, c'est extrêmement angoissant. Voyez, une adolescente, il y a 60 ans, une adolescente, donc aujourd'hui, qui serait une dame de 60 ou 70 ans, ne pas vouloir se marier ou ne pas vouloir avoir d'enfants, c'était déjà, et vouloir avoir un bon travail, une bonne réussite, c'était vraiment quelque chose qui était fracassant. Ou pour un homme, décider de ne pas avoir une carrière professionnelle ou décider de ne pas se marier, c'était un truc fracassant. Aujourd'hui, c'est très compliqué en fait dans notre société de faire un truc fracassant. Bon, là encore, il y a 60 ans, parce que tout a été fait 1000 fois, il y a 60 ans, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, non. Ok, donc on va partir déjà de ce point-là. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on est vraiment dans une société où rien ne s'impose. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc là encore, il y a 60 ans, vous aviez des problèmes personnels, en fait, vous aviez des malaises, vous vous sentez pas bien, on vous écoutait un peu, on imagine que vous étiez dans une famille il y a 60 ans gentille, on vous écoutait un peu, puis on vous disait, ben, reprends-toi, ou bien on va te mettre au vert là 15 jours chez mamie, ça va aller mieux, mais en gros, se reprendre était normal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 60 ans, il n'y avait pas de burn-out, il y a 60 ans, il y avait moins de dépression, alors aussi parce que c'était moins pris en compte, donc il y avait moins de dépression, il n'y avait peut-être pas forcément moins de suicides. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas pris en compte que ça n'existe pas. Le déni n'est pas une puissance, hein. Mais la société appelait les gens à se dépasser. La société appelait les gens à constamment prendre sur eux, etc. Alors, évidemment, il y avait toujours des mailles du filet, il y avait des gens qui tombaient par terre et qui n'arrivaient pas à se relever, mais globalement, on était dans un mouvement où la norme, c'était de se reprendre. Aujourd'hui, la norme, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que quand on a une difficulté, il faut s'écouter. Celui qui ne s'écoute pas, c'est quelqu'un de faible. Aujourd'hui, quelqu'un qui se reprend est quelqu'un qui est dans le déni. Il y a 60 ans, quelqu'un qui se reprenait était quelqu'un de normal. Quelqu'un qui s'écoutait était quelqu'un de faible. En fait, force et faiblesse de caractère ont changé. Dans 60 ans, il est probable que ça soit l'inverse. Ok, donc ça, il faut juste savoir que l'ambiance sociétale a changé. Maintenant que les jeunes aient du mal à savoir vers quoi ils doivent aller, la différence, on va dire, vers quoi construire sa vie. Il y a 60 ans,
une femme savait ce vers quoi elle était appelée, elle pouvait ne pas le vouloir, où il y a 170 ans, on lui disait soit tu te maries avec un tel, soit tu rentres au couvent. En fait, il y avait une préemption sur l'existence qui était là. C'est-à-dire qu'un enfant devait reprendre le commerce de ses parents. Un enfant devait faire ce qu'on lui disait. Celui ou celle qui s'opposait était légion, était rare. Alors qu'aujourd'hui, on dit aux enfants, aux jeunes, on leur dit « Que veux-tu faire ?» Au lieu de leur dire « Tu feras ça et tu te tais ». Plus aucune famille ne va dire à son enfant « Tu fais ça et c'est tout. Je suis notaire, tu deviens notaire, point. » Non, en fait on dit quel est ton désir, quels sont tes dons, qu'est-ce que tu veux, comment te sens-tu, etc. Donc il y a une grande attention. Cette grande attention est une bénédiction. Elle est aussi, comme tout sur Terre, une malédiction. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous avez des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, leur dire « mais fais ce que tu veux », loin de leur donner une grande liberté, quelque chose qui augmente énormément l'angoisse. Rien n'est obligatoire. La plupart des gens n'ont plus l'obligation de gagner leur vie. Pourquoi ? Parce que si vous ne gagnez pas votre vie et que vous êtes jeune, vous allez avoir des aides d'État. Alors, grâce à Dieu pour tout un tas de gens, mais aussi, quelle malédiction, parce que ça vous empêche en fait de vous mettre en œuvre, parce que on a juste assez pour vivre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait plus ? Surtout qu'on est dans une société qui valorise la décroissance plus que la croissance. Là encore, si vous dites à quelqu'un « Ah bah c'est formidable, j'ai réussi à me passer de frigo », vous suscitez l'admiration. Si vous dites à quelqu'un « C'est super, j'ai pu économiser et acheter ma deuxième Ferrari », vous allez peut-être susciter l'envie, mais certainement pas l'admiration. Notre époque a changé. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc en fait, c'est ce que dit aussi Sadhguru, que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup. Il dit, aujourd'hui, en fait, le malaise des jeunes, parce qu'on lui pose, j'allais dire, les mêmes questions qu'à moi, en toute modestie pour moi et en toute grandeur pour lui, c'est-à-dire que le malaise des jeunes, lui, il dit, ça vient du fait que vous n'avez pas 30 seaux d'eau à ramener à votre famille par jour. Si vous vivez dans une zone qui n'est plus desservie par l'eau et que vous devez faire 1 kilomètre pour aller chercher au camion citerne 2 seaux de 12 kilos chaque d'eau, 2 packs d'eau, et que vous devez en faire 10 dans votre journée parce que votre maman, elle a 3 petits-enfants et qu'elle est elle-même enceinte et que votre père, il est parti travailler et que vous êtes l'ado qui doit faire ça, vous n'avez plus de problème de vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes occupé avec vos seaux d'eau. Donc en fait, vous vous fatiguez physiquement. Quand vous vous fatiguez physiquement, le mental, il est moins actif. Il est moins vide et il est moins actif. Donc en fait, et puis vous êtes sûr d'être à votre place. Vous êtes sûr de faire la différence pour votre petit frère et votre petite sœur, pour votre maman qui attend un bébé, pour votre père qui aura quelque chose à manger et à boire le soir. Donc vous n'avez pas de problème dans votre vie. Donc la nécessité, j'allais dire, de faire des choses enlève tout un tas de problèmes psychiques. Donc ça, on va dire que c'est la première chose que, en fait, va avoir amené cette espèce de Pluton en Capricorne, ce Neptune en Poisson aussi qui fait énormément, j'allais dire, au niveau sociétal, de remue-ménage intérieur, émotionnel, etc. Et effectivement, Pluton en Capricorne qui renferme sur soi et qui maintenant, avec Pluton en Verseau, nous dit mais tout est possible, et en fait qui se dit que dans la transgression des limites naturelles, voilà, eh bien, il y a une liberté, c'est-à-dire que la transgression est-elle une liberté ? Oui, sans doute, c'est-à-dire qu'en tout cas c'est une affirmation de soi, sauf quand la transgression ne se pose sur aucun cadre. Ce qui est très compliqué dans notre société, c'est que rien n'étant véritablement interdit, sauf de tuer son prochain évidemment, mais rien n'étant véritablement interdit ou obligatoire, la transgression perd de son sel. Donc on est obligé de transgresser toujours plus pour arriver à quelque chose. Alors, la question, effectivement, par rapport à la transidentité, donc je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Pour le moment, je ne suis pas prête, je n'ai pas vu assez de cas, je n'ai pas assez étudié pour avoir quelque chose d'intéressant à vous dire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que il y a, à mon avis, différentes logiques pour la transidentité, entre le fait de devenir homme, de devenir femme ou de devenir un ange. On va dire que c'est 3 problématiques qui sont différentes. Pour les cas que j'ai observés, pour les jeunes femmes qui souhaitent devenir un homme, il y a, j'allais dire, un désir de puissance, de sortir d'une vulnérabilité. C'est un peu comme si, en fait, on essayait de manière symbolique de sortir d'une hypervulnérabilité et d'une identification aussi sociétale qui ne nous convient pas.
pour ce que j'ai pu voir, donc avec toutes les réserves et tout le respect que je dois à tous les gens qui m'écoutent, qui sont peut-être dans ces transitions, c'est important en fait d'arriver à comprendre ce qui sociétalement se passe, ce qui ne vous enclôt pas, mais qui peut apporter une pierre de compréhension à votre démarche. Quand on veut devenir une femme, en fait, c'est qu'on cherche une convergence intérieure, en tout cas pour ce que j'ai observé, c'est-à-dire qu'en fait, on se sent déphasé entre soi et peut-être une image de soi et qu'on cherche une convergence. Est-ce qu'on la retrouve en changeant son physique ? Je n'ai pas assez de recul pour la transidentité pour vous dire. Je vais juste vous parler en fait de la chirurgie esthétique qui est un sujet complètement différent. J'ai eu beaucoup de femmes en fait qui souhaitaient arrondir leur poitrine ou changer leur nez ou changer leur menton. Voilà, ou des hommes qui souhaitaient avoir plus de cheveux, j'ai eu ça beaucoup, pour avoir une apparence qui était meilleure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 25 ans d'expérience d'astrologue et en ayant vu des milliers de gens, je n'ai jamais vu qu'un seul de ces changements ait amené 1 gramme de confiance en soi et résolu un problème, et même ait été positif le moins du monde. C'est-à-dire que je n'ai eu que des exemples absolument négatifs pour toutes les opérations de chirurgie esthétique, sauf dû effectivement à un accident ou effectivement à un problème suite à une maladie ou une chose comme ça. Mais dans le cas où ce n'était pas causé, on va dire, par un problème de maladie ou d'accident, donc un problème, on va dire, relevant de la santé et de l'intégrité du corps physique, je n'ai jamais constaté que ce soit positif. Pourquoi ? Parce que l'image de soi et l'amour de soi est quelque chose de beaucoup plus profond que l'apparence. Donc en fait, si vous n'aimez pas votre apparence numéro 1, vous n'aimez pas votre apparence numéro 2. Donc le conseil que j'aurais tendance à donner aux gens qui souhaitent, j'allais dire, faire une démarche de transition, c'est de commencer par s'aimer tels qu'ils sont. Et ensuite de ça, de se dire, ok, je m'aime tel que je suis, mais je voudrais autre chose. Je pense que la première étape, c'est d'être en paix avec la forme qu'on a à l'heure actuelle. Vous voyez, ça va aussi pour le vieillissement. C'est-à-dire que si vous avez du mal, par exemple, vous êtes très beau ou très belle, vous avez du mal, comme je dis toujours, c'est pas mon problème, mais si vous avez du mal, en fait, à passer à l'étape d'après de votre âge, commencez par accepter votre apparence, par accepter vos cheveux, votre poids, vos pieds, par exemple, votre manque de souplesse, etc. Et partez de là. J'ai eu, alors on en voit dans la presse, moi j'ai eu la chance d'avoir une dame en fait en consultation qui était une dame qui venait de prendre sa retraite et elle m'a dit, moi mon projet pour ma retraite c'est de devenir prof de yoga. Donc j'ai regardé, je l'avais en visio, c'était une petite dame toute maigre et pas musclée, puis qui était bien ridée pour ses 65 ans. Je me suis dit, l'espoir fait vivre, en plus elle avait de l'arthrose, tout ça, et je me suis dit voilà, elle a 75 ans, elle est prof de yoga, elle est super forte. Donc en fait, la question c'est qu'elle est partie d'elle, elle m'a dit je vais aller doucement mais je vais y aller. Je vais tenir compte de moi, mais je vais y aller. En fait, j'allais dire, il y a des transformations qui peuvent se faire si vous vous acceptez. Si vous vous acceptez pas, c'est sûr que ça marchera pas. Alors après, dans la transition, il y a aussi l'idée de devenir un ange. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à me percuter comme compréhension à partir du moment où je me suis intéressée au personnage Nemo, vous savez, qui a gagné l'Eurovision, qui est un homme-femme, un femme-homme, un ange, assez particulier, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il soit dénué de talent, cet homme-là, cette femme-là, enfin ce truc-là, cet être-là, cet ange-là, voilà. Mais en même temps, clairement, il est dénué de sens de vie, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à savoir quoi faire de son talent. Donc en fait, il se retrouve entre deux. Est-ce qu'on est fait pour être jour-nuit, pour être yin et yang, pour être entre deux? Je suis pas sûre en fait. Donc la question en fait, c'est que pour édifier une vie, il faut un socle. Donc quel que soit le socle que vous choisissez, plus ce socle est clair, mieux c'est. Si vous voulez être ange, il y a des gens qui voulaient être ange, ça s'appelle les moines et les moniales. Donc en fait, si vous voulez être ange, c'est une chose, voilà, mais il va falloir, si vous voulez, le formuler pour essayer en fait d'en faire une direction de vie. Donc en tout cas, la question concernant, j'allais dire, cette question de transidentité avec tout le malaise, c'est-à-dire que cette dame qui m'a écrit, Sophie, le 7 août, me disait qu'elle a accepté son enfant dans sa transition. Et en fait, je pense que ça, c'est la chose la plus importante par contre. Parce que pour que quelqu'un s'accepte, et essaye de repartir de lui, il faut commencer par l'aimer et l'accepter. Donc bravo de l'avoir fait, déjà ça, je trouve ça vraiment formidable, parce que ça ne doit pas être facile en tant que parent. Donc ça c'est très bien. Après, j'allais dire, il ne faut pas en rester au malaise, c'est-à-dire que c'est très important d'aider le jeune ou la jeune en disant
en fait, comment te réconcilier avec toi-même, quelle que soit ton apparence. Ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on n'a pas la même perspective. On lit quelquefois dans les journaux qu'il y a des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Enfin, pour moi, l'enfant, il va au moins jusqu'à 20 ans, qui veulent faire des transitions. L'enfant, malgré tout, à mon avis, il faut simplement lui dire t'es pas majeur, tu fais ce que je veux. Quitte à créer des problèmes. Mais vous imaginez, en fait, ça peut être pire de prendre des décisions graves se concernant soi-même, alors qu'on est un petit, alors qu'on a 11 ans, qu'on a 15 ans, qu'on est en crise d'adolescence, etc. Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Donc, c'est très important pour un parent de comprendre, mais de poser l'autorité, en tout cas jusqu'à 18 ans, puisque c'est l'âge que la loi indique. Donc, voici, en fait, j'allais dire, que je peux vous dire. Après, je ne suis pas persuadée en fait qu'un changement extérieur, comme je vous le disais Sophie, puisse être une réponse en fait à un malaise intérieur. C'est-à-dire que je pense même que le changement extérieur ne va rien changer au malaise intérieur. Donc voilà. Par ailleurs, en fait, vous me posiez une question sur l'autisme en me disant mais comment ça se fait aussi qu'on découvre autant de jeunes autistes Asperger. Alors il se trouve que dans mon environnement proche, dans mes amis proches, en fait, j'ai la maman d'un enfant qui est autiste Asperger. Et je peux vous dire qu'un autiste Asperger, en fait, c'est un enfant dont on voit qu'il est différent, mais même qu'il est porteur, on va dire, d'une manière d'être au monde, on va appeler ça comme ça d'après les phénoménologues, c'est-à-dire d'une façon de se comporter qui ne permet pas de penser qu'on va le découvrir. Ça veut dire qu'un autiste Asperger, c'est quelqu'un dont on voit ça à 3 ans, à 4 ans, 5 ans, d'une manière mais tellement évidente, c'est aussi évident qu'un enfant auquel il manquerait des bras ou des jambes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une personne dont le rapport au monde extérieur est complètement altéré. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est complètement différent. C'est un autre type d'humanité. Après, ça fait des gens qui sont très intelligents, qui sont incroyables, etc., mais qui sont tellement différents qu'on ne peut pas se tromper une seule seconde. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avec ces diagnostics d'autisme Asperger qui sont faits ailleurs que dans des CHU, parce que ça, c'est important, et qui donc donnent droit à une carte de handicap et tout ça. Et par contre, il y a des syndromes d'autisme Asperger, c'est-à-dire par exemple des gens qui ont peur de téléphoner, ou qui n'arrivent pas à regarder dans les yeux, ou voilà, il y a des tests disponibles sur Internet où on voit que c'est des gens qui n'aiment pas les étiquettes, etc. etc. Ça veut juste dire qu'il y a une espèce de malaise social, de difficulté d'être au monde, etc., qui est très respectable, mais qui n'a rien à voir avec une catégorie d'autisme. Une catégorie d'autisme, je rappelle en fait, je me permets de rappeler comme les médecins, que l'autisme Asperger c'est un syndrome psychiatrique qui donne lieu à une carte de handicapé. Donc, en fait, quand il y a des psychologues, des kinésiologues, des magnétiseurs qui disent « Ah, mais vous êtes un peu autiste Asperger », c'est pas tout à fait ça, en fait. En fait, je pense qu'à travers ça, il y a le désir de faire entendre une différence. Le désir de faire entendre une différence, c'est quelque chose qui est très respectable, mais qui ne doit pas, en fait, nier pour le coup la réalité des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui sont vraiment autistes Asperger. Et qui, pour le coup, vont avoir un chemin de vie souvent beaucoup plus compliqué que des gens qui n'ont qu'un syndrome, qu'une difficulté d'être, qui peut changer avec les âges de vie. C'est-à-dire que la différence, si vous voulez, entre quelque chose qui est un comportement acquis, qui va être un comportement de défense par rapport à des malaises qu'un être humain sent à l'intérieur de lui, n'est pas la même chose que quelque chose, en fait, qui vient, j'ai envie de dire, dans le codage ADN ou dans la difficulté comportementale tellement importante que ça fait une altération dans le lien de vie et dans la capacité de vivre. Donc ça, c'est très important de voir que, oui, l'autisme Asperger, il se voit dans les cartes astrales, mais ce n'est pas, simplement un mal-être. Et ce n'est pas possible de ne pas détecter un autisme Asperger quand vous avez un enfant et un jeune adolescent. C'est quelque chose qui se voit d'une manière complètement évidente. Donc en fait, le grand mal-être de quelqu'un, vient aussi de l'indistinction, pour nos jeunes, vient de l'indistinction de vie et de la possibilité que tout soit fait. C'est-à-dire que je conclurai cette très longue vidéo en disant que
les difficultés chez les jeunes que moi j'ai rencontrées comme étant les pires, c'est les difficultés chez les jeunes qui ne sont pas obligés d'avoir un travail. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui sont héritiers, qui sont rentiers, ou qui ont de l'argent de leurs parents, ou qui ont une possibilité, on va dire, de s'appuyer financièrement sur les uns ou sur les autres, dans leur famille, ce sont des gens qui sont en beaucoup plus grand mal-être que des jeunes qui sont obligés d'avoir un travail, qui sont obligés de se trouver une petite location, de faire des études, etc. C'est-à-dire que la difficulté renforce et structure l'être humain parce que tout simplement elle lui renvoie, on va dire, un visage de ce qu'il doit faire. Après, ce qui est certain, c'est que quand quelqu'un est dans un très grand mal-être, lui dire d'affronter les difficultés de la vie n'est plus possible, puisque cette personne n'aura pas la capacité, de se défendre par elle-même. Donc il faut essayer de ne pas en être à ce point, et si on en est à ce point, il faut absolument aider, entourer la personne, lui donner le plus d'amour possible pour le ou la rendre capable d'affronter sa vie. Merci beaucoup Sophie pour votre confiance et pour votre question.